pour nous, c'était vraiment important d'accueillir ces mondes nouveaux avec toutes les propositions que nous concocte Caroline Naféji. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. Et Caroline, merci beaucoup pour tout le travail fait avec toutes les personnes qui sont ici. Et ce soir, ce sera autour de l'appel de la forêt. Donc je sais qu'il y a toute une programmation, mais je vais laisser Bernard peut-être en parler et Caroline. Voilà, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Et puis à plus tard, à tout à l'heure. Moi, je veux te remercier, car tu es tel que tu as toujours été. Et telle que nous t'aimons, celle qui, on le sait, est curieuse, ouverte, donne la possibilité à 1001 personnes de venir ici expérimenter des choses. Donc je vous demande d'applaudir Colette. Vous êtes nombreux. Et on s'en réjouit. C'est donc la deuxième séquence. Il y en aura 7, vous le savez. Je ne saurais remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette soirée, mais dire que ton équipe est une équipe géniale. Je les connaissais pour certains d'entre eux. J'étais de l'autre côté en quelque sorte. Mais c'est un bonheur absolu que de travailler avec eux. Et je les remercie infiniment. Et puis je ne vais pas remercier grand monde, puisque donc on va s'attarder sur les projets des uns et des autres, mais celle, outre Caroline évidemment, qui fait ce travail formidable et qui, je peux le dire ce soir, générera certainement une grande exposition qui a été celle que je voudrais bien évidemment remercier en présence de certains des membres de ce groupe de travail, qui sont Rebecca, Marge Vadel et Lucie Campos. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie, non, je ne sais pas. C'est évidemment Maria Stavrinaki. J'ai eu le bonheur d'être au Centre Pompidou lorsqu'elle a su plus que beaucoup d'autres, l'exposition Préhistoire, qui était évidemment une exposition absolument extraordinaire, et son livre, sa thèse sur le sujet, reste évidemment des moments absolument extraordinaires. Et puis je voudrais saluer une personne que j'ai retrouvée ce soir, qui est Donatienne Michel Dansac. Je ne savais pas que la grande Donatienne Michel Dansac était une amie intime de Caroline Naféji. Donc les rencontres se font avec beaucoup de joie autour de ce projet Monde Nouveau. Attention, ne dites surtout pas, le président de la République d'ailleurs disait nouveau monde, et il y avait quelqu'un qui disait Monde Nouveau, parce que vous savez bien que si on dit Nouveau Monde, on est tout de suite les héritiers de Magellan et de Vasco de Gama, et évidemment, ce n'était pas le but de cette expérience. Donc merci à vous toutes et à vous tous d'être là. Caroline, c'est à toi. C'est toi la grande prêtresse de la chose. Et merci aussi de ta grâce, puisque ces soirées sont évidemment celles que tu as inventées autour donc de ces différents artistes. Je voulais vous dire, c'est que ces soirées sont construites évidemment avec la grande complicité du comité qui porte les mondes nouveaux, qui a choisi chacun des auteurs, artistes, designers, etc. Et que notre envie était de faire se rencontrer justement ceux qui font partie des mondes nouveaux mais qui ne se connaissent pas. Et notamment parmi les designers que je vais vous présenter, donc Emma Lutz, peut-être si vous pouvez chacun vous lever pour qu'on vous identifie. Emma Lutz, Clémentine Chambon, Samy Rio, Alexandre Imbert. Seulement 2 d'entre eux se connaissaient, les autres pas du tout. Et puis Anouk Lechsik, qui est autrice, qui n'est donc pas designer, qui s'est joint aussi à notre petite assemblée. L'idée, c'était de vous emmener dans la forêt au travers de leurs projets, mais aussi de vous faire traverser pas seulement la forêt, mais aussi l'histoire, au travers de ce que Maria Stavrinaki nous a préparé. C'est-à-dire qu'elle a essayé, à partir des approches de chacun de ses créateurs, auteurs et designers, de nous emmener au travers de l'histoire, de resituer ses pratiques et ses approches au travers d'une histoire de l'art et du design. Donc Maria, je te laisse la parole pour démarrer cette soirée. Voilà.
Alors, bon, c'est beaucoup dire. Effectivement, d'abord, bonsoir. Ça fait vraiment très plaisir de s'adresser à beaucoup de personnes qui sont venues donc connaître le projet de Monde Nouveau de cette soirée. Et c'est sans doute beaucoup dire que je vais mettre en perspective historique tous ces projets qui sont extrêmement riches et tout à la fois avec des affinités certaines, mais aussi très différentes dans leur généalogie propre, dans leur démarche. Donc, évidemment, comme toujours, c'est une dimension subjective aussi que je vais donc tenter de vous proposer et qui répond un peu à mes propres, disons, préoccupations. Donc, j'espère que la discussion, par la suite, va s'ouvrir et donc d'autres lectures, d'autres idées vont aussi émerger pour rendre compte un peu de la densité de la chose. Alors, donc, ce qu'il y a de bien avec le monde nouveau, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de nouveau monde, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une modernité qui est derrière nous, mais qui en même temps se poursuit aujourd'hui, avec laquelle on n'a pas complètement fini, et peut-être tant mieux. Parce que la modernité, à mon avis, malgré quelques truismes qui circulent beaucoup aujourd'hui, n'est pas à rejeter entièrement. La modernité est aussi extrêmement dense et elle nous donne aussi beaucoup de solutions et de suggestions dont on peut s'emparer. Alors, si on veut parler de design, qui constitue quand même un peu le fil de toutes ces soirées qui auront lieu ici, les 7 soirées donc, évidemment, le design a partie liée avec la modernité. Et il a partie liée avec la modernité de façon ambivalente. Parce que si on pense un peu à l'acte inaugural du design, arts and crafts, etc., c'est en pleine révolution industrielle que le design a voulu rédimer un travail qu'il a considéré comme étant aliéné, comme étant laid, comme étant immoral. Donc le design s'est donné tout de suite, à quelque sorte, un rôle de rédemption dans une société qui souffrait de négativité liée à l'industrialisation, au travail, etc. Et ce rôle de rédemption, le design l'a revendiqué parce qu'il a partie liée avec le sensible, c'est-à-dire il se greffe en quelque sorte au cœur, dans le cœur du sensible, de la vie matérielle, et il est là pour s'emparer de nos corps dans la plus grande distraction du quotidien, en train de suggérer d'une façon insidieuse, très souvent, des habitudes, de nouvelles postures, de nouveaux gestes. Voilà quelque chose que la modernité nous a donné et qui continue à être vrai aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté de façonner des gestes, des corps, sans vouloir forcément donner une rédemption totale. Et c'est justement ce que va surgir, je pense, aujourd'hui, de ces différentes démarches. Donc, les différentes démarches que nous allons voir, elles ont toutes un lien avec ce passé, ce long passé moderne, et en même temps, comme toujours, ils déplacent cette histoire. Alors, donc, nous allons voir, en déployant ces différents gestes et ces différents projets, certaines choses qu'ils ont en commun. Par exemple, chaque fois, il va s'agir d'un retour à des premiers gestes, donc à quelque chose qui est universel. On aura un récit d'universalité qui sera toutefois toujours conjugué à des savoirs locaux, à des savoirs qui sont ancrés dans un milieu précis, un milieu social, un milieu géologique, un milieu saisonnier, un milieu culturel. Donc, il ne s'agit pas d'une universalité abstraite et vide, mais d'une conception qui est chaque fois empirique. Et d'une certaine façon, déjà, vous pouvez voir des
résultats très, très concrets que notre discussion va essayer donc de mieux analyser. Ce qui est aussi partagé, c'est un impératif éthique dans toute cette démarche. Et là encore, le design a voulu, depuis l'origine, d'accomplir un travail éthique dans une société qu'il considérait comme étant immorale ou aliénée. Alors, de quelle façon ces très longs fils, a été saisi par nos designers ce soir? Enfin, ils ont tous une approche, bon, c'est très à la mode de dire ça, j'en conviens, mais c'est vrai, hein, c'est une approche horizontale. On était plutôt habitué par le passé à un designer qui surplombait le processus de la création, qui avait des solutions pour tout, qui supervisait. Ici, c'est une autre posture politique qui est suggérée. Et enfin, tout cela va se réciter, se narrer, être analysé dans un lieu très précis qui est le lieu de la forêt. Alors, afin donc de s'introduire progressivement à ce lieu de la forêt, on va commencer par une lecture par Anouk, qui va donc nous lire un premier texte dont on va discuter par la suite. Vous m'entendez? Ouais. Je m'appelle Max Antoine. Je ne suis pas écolo, je suis écologue. Mes passions, ma femme, ma chienne, mes tronçonneuses, mes enfants, pardon. Je suis un putain de bûcheron. Je suis un putain de chasseur. Je suis représentant chez Style aussi. Je pourrais vous avoir des prix. Moi, je suis un personnage. Vous êtes des personnages. Et je vais tout vous apprendre sur les forêts. Plus tard aussi, je vous raconterai comment j'ai séduit ma femme. Ma femme, c'est la plus belle du monde. Bon les gars, et les filles, pourquoi on coupe les arbres? Parce qu'un arbre mort, c'est dangereux. Et pour faire place aux autres, ok? En gros, dans une parcelle, on commence avec 10 000 tiges à l'hectare, on finit avec 100. Ça s'appelle la sylviculture. Si j'ai bien compris, la plupart d'entre vous n'a jamais abattu d'arbre. C'est pas grave. Par contre, va falloir y aller quand même. On n'est pas là pour enfiler des perles. Mais vous inquiétez pas, je vais vous apprendre étape par étape. Et surtout, toutes les règles de sécurité. Parce que bûcheron, c'est un putain de beau métier. Mais c'est un des plus dangereux du monde. Et ça gagne pas. Ou en tout cas, pas assez. C'est pour ça que j'ai plusieurs activités. Quand on coupe un arbre ou une branche, il faut toujours commencer par les fibres compressées. Compressées. C'est mon moyen mémotechnique. Par quoi on commence? Les cons. Ouais, je suis un gros beauf, mais vous verrez, au moins ça rentre. Les forêts, elles ont 3 objectifs. Ou plutôt, nous, on a 3 objectifs avec les forêts. Le bois d'œuvre, le bois de chauffage, la réserve de vie ou biodiversité, et puis les loisirs, rando, VTT, cueillette. Moi, je vais vous dire ce que c'est en vrai. Une forêt, c'est un champ de maïs. Ça vous choque, hein? Mais pourtant, c'est ça, un champ de maïs. Sauf que la récolte de chêne, elle se fait au bout de 120 ans. 120 ans, sa mère. On y fait quoi aussi dans les forêts? À part aller voir des putes? Ouais, désolé les filles. Alors c'est quoi qui fout le bordel avec les écolos? La chasse. Et ouais, moi je suis un putain de chasseur, je vous l'ai dit. Et même si vous êtes contre ou quoi, je vais vous apprendre plein de trucs. Allez, quart d'heure cinégétique. Cinégétique, c'est la chasse, ok? On dit un troupeau de moutons. Facile. Une harde de cerfs et de biches. Une compagnie de sangliers. Une meute de loups. T'as vu, les loups, ils reviennent, ça fout le bordel. Bon, sinon, vous voulez que je vous raconte comment j'ai séduit ma femme? Alors, vous imaginez Max Antoine, 10 ans de moins. Je m'étais habillée classe, je l'avais invité dans un bon resto et tout.
Et sur la route du retour, on passe au milieu d'une forêt. Je lui dis « Tu veux voir un renard ?» Donc elle, forcément, elle dit oui. J'arrête la bagnole, j'ouvre la fenêtre et je fais ça. Vous savez à quoi ça sert ? Très bien, Élodie. C'est le bruit du lapin blessé. Ça marche avec du polystyrène aussi. Et là, le renard, il réplique direct. Ma femme, qui n'était pas encore ma femme, elle était comme une dingue. Pluie battante sous le Barnum Steel. Tous nos visages sont oranges. Ça fume un max, on se croirait sous une tente de sudation. On déplace chacun un poteau. 1, 2, 3. La fumée nous suit. Max sert des cafés dans ses gobelets Café Richard. Premier jour de chantier. Ça, c'est la poignée tubulaire, en forme de tube, t'as vu ? La main, elle va sur les rainures uniquement. Ça fait un maintien naturel. Pour la main gauche, uniquement. Je dis bien uniquement. 3 positions, verticale, horizontale, 45 degrés, idéal pour les entailles. Sur la poignée arrière, double gâchette, accélérateur pour la main droite, même si vous êtes des putains de gauchers. Votre main droite, elle est collée, scotchée, vissée sur cette poignée. Je ne veux pas la voir ailleurs. Regardez bien, c'est tout simple. 0, 1, triangle. Pour actionner le triangle, j'appuie sur la double gâchette. Gâchette, triangle. Pour éteindre tag 0, et ça revient automatiquement sur 1. Celle-là, c'est la MS 201. Pour vous, les filles, elle est plus petite. Mais il faudra quand même envoyer. Sur la tronçonneuse, il y a 2 réservoirs. Ici, le carburant, un mélange d'essence et d'huile synthétique. Et ici, l'huile de chêne pour lubrifier la putain de sa mère de chêne. Dans le carbu, le rapport air-carburant, c'est 15 pour 1. 15 kg d'air, 1 kg de carburant. 15 patates, 1 carotte. Ouais, ça fait du bruit. Ouais, ça pollue. Ensuite, le frein de chaîne. Faut le mettre. Clac, petit coup de poignet. La chaîne, elle tourne à 72 km/h dans ce sens-là. Donc c'est plus facile ce retour. La chaîne vous tire. Mais il faut savoir faire les deux. Ce putain de frein de chaîne, il est là pour gérer un rebond. Ce rebond, il est mortel, ok ? Ça s'appelle le kickback. La machine, elle remonte à 90 degrés. Et à 90 degrés, il y a quoi ? Ta tête. Mais le frein de chaîne, il est là pour bloquer la chaîne. Au moins, ça ne vous découpe pas la tête. On rigole pas avec ça. Pour info, vous savez combien ça coûte une bécane comme ça ? Ça coûte 1300 balles, ok ? La ligne droite, là au milieu, c'est la direction d'abattage. Mais Max-Antoine, qui est là devant vous, il a inventé une technique pour être encore plus précis. Max-Antoine, il a inventé une méthode que j'ai appelée coup de fusil. Ça tombe bien, je suis chasseur. Un putain de fusil. Vous faites un coup dans la direction d'abattage, et après, pour votre entaille, vous n'avez plus qu'à vous mettre à la perpendiculaire. On est devant quoi, là ? Une traite, très bien, Anouk. Les autres, vous savez reconnaître le hêtre ? Son nom latin, Fagus sylvatica. Faudra s'en rappeler. Tu vois l'empattement, là ? Comme une patte d'éléphant ? Bah ça, c'est le hêtre. Vous vous rappelez la petite phrase ? Le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Alors, elles sont comment, les feuilles du hêtre ? Elles ont des poils. Quelle reproduction, le hêtre ? Sexuée. Et la CP, là, à côté ? Asexuée. Pas de sexe, ok ? Alors, Anouk, comment tu t'es trouvée dans la forêt ? Comment tu t'es intéressée au travail d'un bûcheron d'aujourd'hui qui s'appelle Max-Antoine et qui ne se trouve pas du tout dans une forêt pure, mais dans une forêt qui est une forêt habitée par tout ce qui nous constitue aujourd'hui ? Alors déjà, je ne sais pas ce qu'est une forêt pure. Ensuite, je me suis retrouvée en forêt de plein de manières, mais ce que je peux dire en tant qu'autrice, c'est que j'ai écrit un premier roman qui se passe en forêt, où la forêt était une zone de fantasme plutôt, de projection. Et de faire ce travail-là sur mon roman de recherche m'a donné envie de moi-même retourner un peu plus en forêt. Ensuite, avec ma casquette de demandeuse d'emploi, j'en ai parlé à mon conseiller qui m'a proposé cette formation-là en bûcheronnage en Seine-et-Marne, qui m'était donc accessible. Alors, je me suis lancée. Et c'était pour moi une manière de
au départ, d'observer et puis d'aller dans le concret pour justement pas être dans une vision pure de la forêt, parce que de toute façon, ça n'existe pas. Mais j'avais envie de savoir, de comprendre ce qui faisait plus précisément qu'elle n'est pas pure et ce qui lui donne sa forme actuelle. C'est-à-dire un façonnage des forestiers et des animaux et de tout ce qui la constitue. Mais en tout cas, ouais, c'est le travail qui m'intéressait dans mon entreprise. Parce que, en fait, je pense qu'en France, en tout cas en métropole, on n'a pas vraiment de peuples qui habitent les forêts, ou bien peut-être des peuples temporaires tels que les scouts ou les militants et les militantes. Par contre, on a des personnes qui y vont tous les jours parce que c'est leur passion ou leur métier. Et voilà, j'avais envie d'aller écouter les voix des personnes dont c'est le métier, d'observer leurs gestes aussi et de les faire moi-même afin d'un peu mieux les comprendre. Et voilà, et ça fait partie pour moi des voix des forêts. Combien de temps tu as passé alors dans cette forêt en observant? C'était une formation qui a duré? C'est une formation qui a duré 1 an, qui s'est terminée il y a 1 mois. Et voilà, après, c'était aussi ce qui moi, m'a surprise et plu, c'est qu'on a travaillé dans plein de forêts. Et les forêts où on s'entraînait à battre des arbres, celle-là, quand je parle du Barnum, on s'est installé dans notre première forêt, on a abattu nos premiers arbres, et c'était la forêt du château de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, beaucoup des forêts qu'on a côtoyées pendant notre formation, c'était des forêts qui appartenaient à des grands propriétaires, à des châtelains. Et voilà, ça fait vraiment partie de la réalité forestière aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui, où seulement 25% des forêts sont publiques. Ouais. Et une grande partie des autres est détenue par des grands propriétaires. Et puis ensuite, il y a tout le morcelage des forêts, des bandes de 1 mètre qui sont un autre problème. Oui. Et comment est-ce que tu as travaillé pendant cette année? Est-ce que donc tu recueillais des phrases, tu collectais des phrases que tu notais dans un carnet dont tu te souvenais après que tu retravaillais? Quelle était ta façon de travailler? Alors au début de la formation, j'avais annoncé que j'étais autrice et donc j'avais mon carnet, je prenais aussi des notes pour des choses techniques, mais en fait j'entremêlais aussi des phrases que j'entendais. Ensuite, il y a beaucoup de mes textes, là donc ça concernera notamment les prochains extraits que je vais lire, qui sont issus de mes moments de stage, où là j'étais dans un contexte plus professionnel. Et souvent, je notais sur mon petit Nokia ce que je pouvais de temps en temps. Et j'essayais de me rappeler aussi. Et là, à vrai dire, je suis en train de faire c'est en ce moment plutôt que je suis en train de faire le travail littéraire à proprement parler, où je rassemble ces phrases. Et ce faisant, parfois, je vais avoir juste quelques mots notés, mais ça va réactiver un souvenir. Et là, j'essaye de retrouver les autres phrases qui sont autour. Ouais. Alors, maintenant, je vous invite à ceux qui ont ces petites feuillets comme ça entre les mains de cette brochure, de l'ouvrir, parce que en lisant donc les textes d'Anouk, j'ai pensé en fait à 2 œuvres, à 2 tableaux qui sont un peu des tableaux, comment le dire, légendaires pour les historiens de l'art moderniste. Hein. Donc il y a à Malevich, Le Bûcheron de 1912, et avant même à Malevich, il y a un Fernand Léger nu dans la forêt de 1910. Alors, ce Léger m'a toujours fascinée. Et j'ai été très, très contente que je pouvais enfin dire quelque chose de ces tableaux qui je trouve toujours aussi mystérieux d'en discuter avec Anouk. Alors, donc, dans le premier tableau, dans les tableaux de Léger, donc, vous avez 3 nus, 3 figures qui se confondent avec les milieux dans lesquels elles œuvrent. Ces 3 figures sont mi-animales, mi-mécaniques, mi-humaines. Elles sont à un statut complètement indéterminé.
Et ils sont en train de couper des arbres. Donc, c'est des bûcherons. Mais, en même temps, ces arbres ne sont pas vraiment des arbres organiques. Ils ressemblent plutôt à des tuyaux, à des tubes. Nous sommes donc dans une forêt saturée de formes où il est complètement impossible, en fait, de faire la part entre la figure et le fond, la figure et le milieu. Et les figures elles-mêmes sont elles-mêmes découpées, comme si l'acte qu'elle était en train d'exécuter, et c'était elle-même qui le subissait. Donc, cette forêt qui est un peu primitive, archaïque, préhistorique, elle est aussi une forêt mécanique, comme si on était dans une seconde nature, en quelque sorte. Une nature qui est la nature qui est façonnée par l'homme, qui est en train d'être tout à la fois terrifiante, parce que c'est une nature qu'on ne contrôle pas, qui nous fait peur, et en même temps, une nature qui est fabriquée par nous. Donc, le même univers, c'est Malevich, or là, de l'ordre a été fait. Hein? Donc, les formes, des formes abstraites, luisantes, scintillantes, il n'y a pas d'aspérité. Hein? C'est une forme qui est extrêmement bien exécutée, qui renvoie aussi à l'univers métallique de la machine. Et dans les deux cas, ce qui m'intéresse et ce dont je voudrais parler avec Anouk, c'est que dans les deux cas, Léger et Malevich ont trouvé une sorte d'allégorie pour leur propre création. C'est-à-dire, s'ils ont choisi la forme de bûcheron dans une forêt, c'est parce qu'ils sont en train de dire quelque chose de ce qu'ils sont en train de faire en tant que peintres qui cherchent à formuler l'abstraction. Donc, ils coupent leurs propres formes, comme les bûcherons coupent les troncs des arbres. Et Anouk, dans ton texte, toi aussi, tu coupes des phrases, tu coupes des mots, sauf que toi, les formes ne sont pas pures, hein, ne renvoient pas à un univers mécanique qui, pour Léger, est une forêt un peu inquiétante, mais pour Malevich, non. Hein. Malevich, il nous initie tout à la fois à un monde archaïque, mais aussi un monde auquel il fait confiance. Il est en train de nous introduire dans cet univers de la machine, et lui-même, il coupe ses formes comme un bûcheron coupe les troncs. Et toi alors, est-ce que tu as pensé, le travail que tu as fait sur le langage, en analogie avec les gestes de la tronçonneuse, ce que tu nous as décrit? Je dirais que non. Dans la mesure, je pense, où j'ai simplement pas assez pratiqué la chose. En tout cas, je pense que ça pourrait peut-être être le cas si, je sais pas, au bout de 10 ans de pratique du bûcheronnage, là, je pense que mon écriture est plutôt issue de ma manière de prendre des notes, en fait, par petites touches, et plutôt en suivant le rythme des paroles des autres. Là, c'est très, très marqué pour la parole de Max Antoine, qui est un pseudonyme d'ailleurs. D'accord. Non, en fait, je répondrais non aussi parce que le bûcheronnage était une partie de la formation, enfin une partie centrale quand même, mais par la suite, j'ai fait surtout des stages en sylviculture, et là, c'était plein d'autres gestes, notamment des gestes de plantation, des gestes de débroussaillage aussi, qui sont d'autres mouvements, d'autres bruits. Voilà, donc j'ai pas fait cette analogie. Je comprends je vois que ça pourrait être possible, et peut-être qu'à posteriori je lirai mon texte comme ça. Ce qui me vient en tête, c'est le travail de Joseph Pontus dans son recueil À la ligne, où il travaillait en usine, et vraiment lui, son texte est hérité de ça. Il va textuellement à la ligne et reproduit le geste qu'il a accompli toute la journée, et il y avait quelque chose vraiment plus de l'ordre de la répétition. Tandis que je ne l'ai pas ressenti comme ça, voilà, pour mon cas. Bon, très bien. Alors, donc, du coup, tu vas nous lire
texte qui va nous conduire à un autre projet. Mission du jour, planter des bornes sur les parkings forestiers pour remplacer celles qui ont été enlevées ou parfois sciées par des gens qui voulaient absolument se garer pour aller à la plage. Patrick me montre la marche à suivre. On creuse un trou d'environ 1 mètre de profondeur avec une ferrée et une pelle d'ostréiculteur. C'est lui-même qui a amené ces outils-là, hérités de son père. On balance le piquet d'acacia dans le trou, on remblaye avec la pile de sable qu'on avait formée et on coupe à la bonne hauteur. Je me prends au jeu de creuser des trous. Je me dis que ça pourra toujours me servir dans la vie, sans idée plus précise sur la question. Mais si un jour on me remet une pelle dans les mains, j'aurai peut-être l'air un peu moins con. Porter les piquets très lourds, ça me plaît aussi. Ça entretient mes muscles. Je me donne à fond, en plante 4 d'affilée, jusqu'à ce que Patrick arrive pour les couper et me dise en se marrant « Il est pas bon ton œil, tes bornes, elles sont pas alignées. » Même avec toute ma mauvaise foi, je dois admettre qu'il a raison. Un peu plus tard, Patrick me dit « Toi, je te verrais bien dans les dunes. » Je prends ça pour un compliment. Je lui demande quand même ce qui lui fait dire ça. Il me dit « Ça te plairait, c'est intéressant comme boulot. C'est des techniques bien particulières. Tu trouveras pas ça ailleurs. Mais c'est physique aussi. Quand tu te retrouves à remonter les fagots en pleine tempête au mois de novembre, faut pas rechigner. » Mission du jour. Fixer la girondine qui s'est barrée le long de la plage à cause de l'érosion. La girondine, c'est le nom local de la ganivelle, autrement dit une clôture en châtaignier fendu qui coupe le vent et bloque les sédiments. Le ciel est blanc et silencieux. Les touristes sont rares sur cette pointe-là, plus éloignés et plus sauvages. En fumant sa clope, Patrick étudie la situation. « On va les faire passer là », il dit. Comme ça, les gens resteront sur le passage. Mais de toute façon, l'année prochaine, ça sera à refaire. Ça bouge tout le temps. Je le regarde faire une fois. D'abord planter le piquet, ensuite tirer la girondine, toujours par le bas, le plus tendu possible en s'aidant du manche de la pelle, l'accrocher avec un genre d'agrafe qu'on tape au marteau, puis tirer le haut de la même façon. Patrick me demande si j'ai déjà planté une cavalière. Je me souviens pas très bien, alors je dis non. J'essaye, ça se passe bien. C'est du solide, ces agrafes. Patrick me dit, Baptiste, il a mis 10 jours à savoir faire. Toi, t'as réussi du premier coup. Ça me flatte. Il me propose alors de faire le second piquet toute seule. Je relève le défi, sans commentaire. Il me dit, voilà, ce matin, t'as appris à poser une girondine, ça pourra te servir dans la vie. Après-midi, avec l'agent Didier. Je le retrouve dans le bureau de sa maison forestière. Il attend un type qui doit passer chercher l'autorisation de prélever des aiguilles de pin sur la parcelle 258 pour pouvoir cuisiner avec dans son restaurant côtier. Didier me montre la carte de la forêt quadrillée. Lui, il gère le côté dunes et toutes les problématiques liées au tourisme. C'est pas très forestier, mais c'est intéressant. Didier a commencé sa carrière dans le Jura et dans l'Allier. Puis il a passé 3 ans à La Réunion, où il s'est retrouvé à gérer des réserves. Ça changeait, c'était pas à 100% production. Ça lui a ouvert l'esprit, La Réunion. Et puis il y a eu la Normandie, et puis ici. Ça n'a encore rien à voir avec le reste. Ici, le tourisme, ça rapporte beaucoup à l'office. Les concessions pour les 2 gros campings du coin, c'est 600 000 € par an. Mais ça demande aussi de la vigilance et de la pédagogie. Et encore, d'après Didier, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus respectueux que dans les années 80. Bon, c'est sûr, il y a les VACAF du mois d'août. Tu connais les VACAF ? C'est ceux qui partent avec l'argent de la CAF. Bah eux, ils foutent le bordel. Chaque année, c'est pareil. Didier m'emmène sur une dune pour m'expliquer les aménagements. On se gare en bas et on grappe à pied en s'enfonçant à chaque pas dans le sable brûlant. En haut, c'est bleu, blanc, vert. Tu vois ce phare ? Il a été construit à 2 km de l'océan au début des années 1900. Maintenant, il est à moins de 200 mètres. L'océan avance, on n'y peut rien, c'est un mouvement naturel, augmenté par la montée des eaux et par les aménagements du littoral qui dévient les trajectoires des courants.
Nous, on essaye de faire en sorte que la dune ne s'affaisse pas trop et qu'elle ne grignote pas trop non plus sur la forêt. Là, on est sur une dune mouvante, c'est-à-dire que le vent pousse le sable d'un côté jusqu'à la crête et qu'il retombe de l'autre. Tu vois, ça fait des barcanes. Alors, nous, pour stabiliser, on met de la girondine. On fait de la couverture en fibre de coco, et puis on utilise aussi les branches de chêne vert et de genêt qu'on coupe en forêt. Ça permet de fixer le sable, et dedans, on plante de l'oya. Ça, c'est la dune blanche. Quand on descend vers la forêt, normalement, il y a la dune grise. Bon, là, il n'y en a pas vraiment, mais l'idée, c'est d'en recréer une. La dune grise, c'est la transition entre la dune blanche et la forêt. C'est une partie plus à l'abri du vent, avec des plantes fixatrices. Tu trouveras pas mal de brandes, par exemple, de l'euphorbe maritime, de l'immortel, qui est protégé. Mais là, par exemple, tu vois bien comment le sable et le sel ont bouffé les premiers mètres de forêt. Didier m'emmène voir un autre lieu caractéristique, grandiose aussi, mais version désolation. Du bois flotté plein la plage, quelques cabanes au milieu, et une coupe à blanc sur 50 mètres. Ici, on a pris le parti de couper les pins avant l'érosion. Ça évite de se retrouver avec un champ de bataille, et ça permet de valoriser le bois. Mais quoi qu'on fasse, les gens râlent. Ça demande beaucoup de travail de communication. Et voilà. Donc, avec Clémentine, qui est donc la conceptrice et créatrice de toutes ces structures qui sont faites toutes de bois flotté. C'est ça. Alors, Clémentine, On y va. On y va. Ok, le projet, ça s'ancre sur une plage du sud de la France qui est dans l'Hérault, qui s'appelle le Petit Travers. Et au début du programme Mon Nouveau, j'avais regardé une enquête d'un organisme financé par la région, etc., qui était sur la tempête Gloria. Et qui, suite à cette tempête qui a eu lieu hiver 2020, il y a eu un énorme arrivage de bois sur la plage. Quand on dit un énorme arrivage, c'est pas le bois qu'on peut voir de temps en temps, c'est la forêt sur la plage. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce bois ? Sachant qu'évidemment, je trouve qu'Anouk, elle en a beaucoup parlé, c'était très bien ce que tu as dit, parce que tout de suite, ça pose question. Les usagers de la plage trouvent ça abominable. Il faut en faire quelque chose assez vite. Et la problématique que j'avais vue, c'était la valorisation par broyat, ce qui m'intéressait. Mais je trouvais que c'était dommage, parce qu'au fond, je trouvais qu'il y avait une ressource vraiment providentielle là-dedans qu'on pouvait exploiter. Donc voilà l'ancrage. Au fur et à mesure d'enquête, j'ai rencontré les acteurs locaux. Et je suis arrivée à trouver ce stock de bois de la tempête Gloria. Donc ça a été un peu un travail de détective. On le voit là, pour ceux qui voient un peu les vitrines. Et à partir de ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire en restant local ? C'est-à-dire, on ne va pas s'amuser à tremballer ce bois d'un endroit à l'autre. Il est trop fort en taux de salinité. Il est toxique si on veut le mettre. On ne peut pas le brûler en bois de chauffage. On ne peut pas l'utiliser dans des jardins en couvre-sol. Ou alors, il faudrait le rincer avec de l'eau. Donc, ça n'a plus aucun sens. Donc, on va l'utiliser sur la plage pour les usagers de la plage. Et à ce moment-là, ce qui m'a intéressée, c'était d'essayer de travailler avec des techniques très simples parce que on a des problématiques techniques qui sont complexes. C'est des bois extrêmement lourds. Et aussi, puisqu'on va laisser un élément qui va rester là, essayer de travailler avec des matériaux naturels qui vont, en se dégradant, nourrir le sable. Puisqu'il y a toute la problématique de l'écosystème dunaire qu'il s'agit de préserver. Et que les grands troncs, lorsqu'ils sont échoués, peuvent déstabiliser. Donc en faisant ça, je me suis intéressée au bois et en me questionnant aussi sur leur provenance, leur origine. Parce que, au fond, un bois flotté, c'est un élément mort. Et donc, quand on voit ça, on se dit, OK, quelle a été sa vie avant de s'échouer ? Et lorsqu'on les voit arriver, si vous allez sur la plage après les tempêtes, on les voit hésiter dans la houle. Et on peut vraiment les voir dans ces limbes et se questionner sur quelles ont été leurs vies précédentes. Donc, j'ai commencé, parce que c'était la plage aussi, par la couleur, à essayer de tracer toute cette histoire-là. Oui. Et donc, donc là, tu nous as raconté toute l'enquête, etc. Après, tu as travaillé avec d'autres personnes pour créer ces structures. Voilà. Il y a eu toute une équipe. On a fait d'abord le travail aussi avec un photographe, Thomas Hedon, parce qu'il fallait regarder. C'était vraiment un travail dans l'instant, dans l'immédiateté. Donc il fallait avoir 2 yeux supplémentaires, déjà, pour pouvoir voir ce qui arrivait, qu'est-ce que c'était que cette matière. Après, on a travaillé avec toute une équipe aussi de vanniers qui ont tressé directement sur la plage. Il ne s'agissait pas d'arriver avec quelque chose de préfabriqué, il s'agissait de faire ensemble. C'était essentiel dans le projet. Et donc de faire au fur et à mesure du tressage, de lier des histoires.
voir avec les personnes qui étaient là. Et donc de les écouter, de voir pourquoi ça les intéressait, etc. Et la vannerie, c'était intéressant parce qu'il y a ce côté organique aussi dans la forme qui vibre un peu en nous, parce que ça va nous rappeler les berceaux, par exemple, ça va nous rappeler des choses qu'on connaît bien. Et puis aussi, puisque ce projet était ancré avec la commune, avec toutes les personnes qui s'occupent de la gestion durable de la plage, que j'ai beaucoup écouté. Et lorsque je les ai écoutés, je me suis dit, en fait, je ne savais pas tout ça, il faut vraiment le transmettre. Donc on a créé une série de podcasts avec Punctional, ils sont là quelque part aussi, pour pouvoir raconter l'écosystème de la dune, pour donner parole, en fait, pour que cet objet, parce que sur la plage, c'est un bel endroit, que peut-on faire? Se protéger du soleil, oui, c'est vrai. Et puis, peut-être on peut aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur une plage, quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Alors, donc, les gens qui venaient donc sur la plage, est-ce que tu sais comment ils ont réagi? Et quelle était l'utilisation, donc? On s'est rendu compte assez vite que la couleur, c'était vraiment un moyen. C'est ce qu'on avait aussi visé, c'est-à-dire c'était un moyen d'appeler, en fait. Une plage, c'est le jeu, c'est le plaisir. C'est les enfants, donc il fallait aussi faire signe sur cette plage. Donc le fait de travailler par ces signes de couleurs qui vont rappeler les terres, les couleurs des feuilles, les couleurs des fleurs, de ces arbres dont je suppose les origines, parce qu'ils ont énormément navigué. Certains sont devenus comme des mares, des bateaux pour des coquillages aussi. Donc ils ont toute une histoire. Mais voilà, ces signes colorés attiraient les gens. Donc déjà, ils arrivaient, ils étaient curieux, ils disaient « Ah, c'est beau, qu'est-ce que c'est ?» Et puis après, alors c'était drôle, ils ont aménagé, ils ont mis leur grand paréo par-dessus. Certains ont dormi dedans. Enfin, ça, je l'ai su, parce qu'il a été installé pendant 2 mois sur la plage, donc il y a eu toute une vie. Après, ce qui était drôle, c'est que chaque fois que j'allais sur la plage, on me donnait les déchets, donc j'étais très contente. Du coup, j'ai pu officiellement aussi nettoyer la plage. Ça faisait partie des volontés. Des marcheurs qui venaient le matin, qui venaient s'y installer. Enfin, il y a eu toute une sorte de rituel. Et ce qui était amusant, j'avais pensé un peu ce tapis que vous voyez sur la photo comme un tapis objet un peu pour les enfants. Je sais que les enfants, ils vont jouer avec les branches et ils vont sûrement le détourner. J'osais pas trop parce que j'avais quand même un peu peur qu'on me le vandalise au bout de 3 jours. Donc j'ai fait ça avec des cordes, avec des liens, avec des choses extrêmement fragiles que j'ai tenté d'investir partout. Mais je me disais, les enfants vont jouer avec. Et alors, chaque fois que je voyais une photo ou que j'allais sur la cabane, le tapis se promenait. Donc ça, il faut voir qu'aujourd'hui, la posture, elle n'est pas arrêtée. C'est une première expérimentation. Et j'apprends en faisant. Donc, je regarde ce qui se passe. Et ce tapis, je pense qu'il faut qu'il ait encore plus de souplesse. Alors, en regardant donc, dans un premier temps, toutes ces formes, j'ai pensé effectivement à toutes ces théories qu'on a pu développer lorsqu'on a découvert et inventé à la fois la préhistoire, puisqu'évidemment, la question qui a été posée, c'est, OK, alors on a toutes ces formes, mais comment est-ce que ça a commencé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remonter aux tout premiers gestes? Et comment est-ce qu'on peut expliquer finalement, par exemple, je pense que tout le monde connaît des os qui ont été gravés, et donc les artistes, ils utilisaient la forme de l'os pour suggérer une forme. La même chose dans les grottes, dans les parois, où on va utiliser les creux ou les gonflements, l'enflement de la paroi pour suggérer une forme. Donc, l'une des théories conjecturelles comme ça qui ont été développées parmi les premiers préhistoriens, c'était que, en fait, on regarde autour de nous, on observe, on trouve des bouts. On trouve des bouts de bois, des traces, etc. Et toutes ces formes nous font reconnaître quelque chose. Et à partir du moment où on reconnaît une forme existence dans une forme qui est latente, on essaye de la prolonger ou de l'imiter. Et donc, c'est ainsi, de façon progressive, que le système de la représentation se met en place. Alors, cette idée, effectivement, au temps où la préhistoire s'est développée, c'est exactement aussi la préhistoire et la modernité, c'est parce que beaucoup d'artistes modernes opéraient exactement les mêmes procédés. C'est-à-dire, ce qui les intéressait, ce n'était pas les formes parfaites, comme celle de Malevich attend de couper ses troncs, mais c'était des formes imparfaites. Des formes qui étaient des vestiges d'un procédé qu'on ignore et que l'artiste pouvait donc récupérer pour en faire quelque chose. Et donc, toujours dans la même brochure, vous allez voir des photographies, par exemple, de Charlotte Perriand, qui, dans les années 30, se promenait aussi avec Jean Héré
et d'autres sur le rivage. Elle collectait aussi du bois flotté, des galets, etc., qui pour elle était une façon de prolonger le projet moderniste. Alors dans les années 20, ce projet moderniste était la technique. Mais dans les années 30, qui étaient, comme tout le monde le sait, des années extrêmement inquiétantes, avec un retour réactionnaire à la terre, avec la montée du fascisme, etc., donc tous ces artistes ont dû se poser une question. Comment, finalement, est-ce qu'on peut effectivement affronter les dangers de la technique, c'est-à-dire de faire de nous des êtres complètement abstraits. Donc toi, Clémentine, tu te retrouves, peut-être à ton insu d'ailleurs, en train de refaire les mêmes gestes, non seulement des premiers hommes, mais aussi les premiers gestes modernistes, qui vont cueillir quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Mais il y a quand même des différences par rapport au projet de Perriand ou de Le Corbusier, par exemple, qui vont faire ce tournant organique pour trouver une troisième voie entre la technique et l'organique. Alors, donc, ta démarche est une démarche, effectivement, comme tu l'as dit, tu es un peu détective. Tu essayes de repérer des phénomènes météorologiques. Tu ne t'intéresses pas à des formes universelles abstraites, fussent-elles organiques. Tu t'intéresses à des choses concrètes. Pour toi, c'est important de savoir quelle tempête a coupé des arbres, par quel courant ces arbres sont passés, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que précisément, ces formes ne sont pas universelles, abstraites, mais ce sont des productions humaines aussi. C'est-à-dire qu'elles participent d'un agir qui est historique, qui est concret, qui a un nom, qui est une certaine économie, une certaine technique, etc. Et donc, d'une certaine façon, je trouve que ce qui différencie ta démarche, c'est qu'elle est, pour le coup, beaucoup plus contextuelle que ces formes esthétisées qu'on peut trouver dans les photographies modernistes. Tu es d'accord? Oui, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire que je trouve magnifique. Déjà, effectivement, le fait de regarder, ça me fait penser à lorsqu'on regarde les nuages. On va toujours investir des formes. Et dans ces bois qui ont des formes parfois d'animaux marins, moi, lorsque je les ai vus arriver de la mer, j'avais l'impression de voir des grands mammifères. Il y avait quelque chose comme ça. Après, tu parles de l'investigation de la main de l'homme et qu'est-ce qui nous arrive. Et donc, vous verrez, il y a un morceau du tapis qui est en haut, un peu comme une petite surprise. À l'intérieur, je crois qu'il y a un poteau PTT. C'est-à-dire que le bois flotté, c'est ça. Ça va être aussi le poteau qui est tombé lors de la dernière tempête, etc. Dans le travail de... Comment dire, la forme parfaite, évidemment, c'est pas du tout cette recherche, puisque c'est la recherche de quelque chose de vivant, d'une simplicité d'action et de moyens aussi, d'une rapidité, parce qu'on est sur une plage qui brûle, il fait chaud, il faut aller vite, et il faut aussi s'adresser avec un vocabulaire, on va dire, je pense, assez bienveillant, en fait, assez gentil, et peut-être assez accessible, en fait. C'était ça aussi la recherche. Donc oui, je crois qu'il y avait ça là-dedans, effectivement. Oui, et puis c'est quelque chose, c'est-à-dire que le geste de la designer, du coup, c'est quelque chose que n'importe qui aurait pu faire. C'est-à-dire que tu t'intègres dans un monde qui est le monde des loisirs, du jeu, le monde naturel. Et ton geste, évidemment, c'est la systématicité de la chose qui fait comprendre qu'il y a une intention plus globale. Mais sinon, tous ces cabanes, c'est justement là encore des choses, des gestes universels. Oui, ça m'a d'ailleurs beaucoup amusé parce que lorsqu'on l'a démonté, il y a des personnes qui se sont mis à peindre les ganivelles en arc-en-ciel. Bah voilà, ils ont commencé à imiter même des couleurs. Il y a quelque chose comme ça. Alors après, moi je l'ai fait parce que j'essayais de retracer des histoires avec voilà, l'idée de rappeler les fleurs, les terres, les feuilles. Eux, ils l'ont fait parce qu'ils ont trouvé ça joyeux. Ouais. Et en même temps, c'est important la joie. Ah oui, plus qu'important même. Bon, alors... le temps est bon, parfait. Alors, donc, du coup, on va passer à Emma. Non. Tiens, voilà. C'est bon? Ok. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Alors moi, mon projet, il commence
en septembre 2021, donc il y a 1 an. Et à ce moment-là, je suis encore étudiante à l'école Boulle en design objet. Et la genèse de mon projet, en fait, c'est un questionnement, ou en tout cas une volonté. C'est bon, non, c'est bon. À la fois très personnel et presque intime, en fait. J'avais envie de retourner sur les traces de ma région natale, qui est la Lorraine, dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Et alors pourquoi j'avais cette volonté-là? Parce qu'en fait, en arrivant à Paris à l'âge de 18 ans, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien à cette région que je venais de quitter et dans laquelle j'avais passé les 18 premières années de ma vie. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser au savoir-faire varié de la Lorraine, de ma région natale. Mais j'avais déjà cette volonté, non pas de parler du savoir-faire varié, qui est un savoir-faire spécifique de cette région, mais plus du territoire. De parler du territoire à travers le savoir-faire. Et donc, je commence en septembre à mener des recherches, des enquêtes. J'interroge des gens, des géologues, des historiens, des anciens verriers de la région, à Paris. Et en fait, je me rends compte assez rapidement que ça va me bloquer de rester à Paris. Donc, je pars 2 semaines en octobre au Centre international d'art verrier à Meisenthal, qui est un petit village au cœur des Vosges du Nord. Et je pars là-bas un peu sans savoir ce que je vais y trouver. Et je travaille la journée dans les ateliers du CIAV et l'après-midi, et ça c'est très important, après mes heures de service, je pars dans les forêts et j'arpente le paysage pendant des heures. Et un jour, lors de ces 2 semaines d'immersion, je pars dans la forêt, je traverse la forêt pendant des heures pour rejoindre le village voisin, qui est un village varié qui s'appelle Saint-Louis. Et je découvre au bord d'un ruisseau des morceaux de verre que vous avez peut-être vus en arrivant. Et en fait, ces morceaux de verre, à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est, mais en interrogeant les habitants du village de Meisenthal, les anciens verriers, les verriers actuels, j'apprends qu'en fait, ce sont des vestiges des anciennes verreries, des verreries industrielles du XXe siècle, dont on s'est débarrassé dans la terre. On remblayait les sols avec et on recouvrait les rivières avec. Et donc ça m'a touchée et je les ai ramenés dans les ateliers du CIAV en janvier quand j'ai commencé une résidence de 4 mois là-bas. La première volonté, c'était de ressouffler ces morceaux de verre, de leur donner une nouvelle vie. Avec les artisans, on a travaillé pendant un moment pour trouver le bon process, la bonne manière de faire. C'est que chaque morceau de verre chaque pièce était resoufflée à partir d'un seul et unique morceau de verre. Donc c'était une sorte aussi d'inversion du savoir-faire, puisque dans le savoir-faire verrier, on part d'abord de la forme de la pièce pour arriver à la quantité de matière nécessaire, et là c'était l'inverse. On partait de la quantité de matière pour arriver à la pièce. Et à ce moment-là, je me pose la question, parce que on travaille pendant plusieurs semaines, et je me pose la question de comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à jeter, de remplir les sols de la forêt de ces morceaux de verre. Et donc je décide de reprendre mes recherches d'archives, au Louvre notamment, et aussi au musée de la Cour d'Or à Metz. Et je découvre, en fait, je me demande, avant le soufflage de verre, il y avait quoi? Parce que c'est vrai que le soufflage de verre, ça nous paraît évident, mais en fait, pas forcément. En tout cas, il y a eu un moment où on a inventé la canne à souffler, et avant ça, qu'est-ce qui se passait? Et alors, j'ai découvert une ancienne technique, qui s'appelait la technique du souffler au noyau. Alors, souffler, on l'a appelé a posteriori souffler au noyau, mais c'était pas souffler, c'était mouler, puisque à ce moment-là, le soufflage de verre n'existait pas. Et donc, on venait mouler le verre à partir d'un noyau de terre. Et donc, il y avait ce rapport à la terre, ce rapport au sol, qui m'a paru très important. Et donc, on a essayé avec les artisans de reproduire cette technique avec les matières de la forêt. Donc, on a fait plusieurs tests de noyaux, des tests en bois de pin, qui est un bois typique de la région, avec la terre de la forêt, qui est une terre aussi typique, très sableuse. Et on en est arrivé à essayer de reproduire cette technique, de la réinventer aussi, avec les ressources locales. Merci. Donc, cet remploi
Hein. Ce n'était pas seulement le remploi d'une matière première, qui n'est jamais première, la matière, mais aussi d'un procédé de travail, ici, mais pas là. Là, c'est un autre procédé de travail. C'est deux procédés, mais Oui. qui se répondent. Qui se répondent. Oui, C'est-à-dire que pour arriver à l'un, il a fallu passer par l'autre d'abord. par celui-ci. Oui. Oui. Et ça, c'était très intéressant parce que ces gisements de matière, il y en a un peu partout dans la forêt, que j'ai cartographié après. En fait, c'est un gisement post-industriel, donc qu'on retrouve bien après le souffle au noyau. Mais c'est aussi cette cadence en fait, de production post-industrielle durant le 19e et plus particulièrement pendant le 20e siècle, c'est ce qui a aussi causé la perte de ces verreries, parce qu'aujourd'hui, elles ferment toutes, parce que c'est plus rentable de produire à l'étranger. Et donc aujourd'hui, dans la région, on retrouve soit des verreries d'art, soit des verreries qui se portent très mal. Et donc c'était intéressant de voir qu'en fait, toute cette manière de produire, cette surproduction, elle a mené paradoxalement à la perte de ce savoir-faire-là. Oui. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu fais, c'est que, effectivement, tes objets, ce sont des objets historiques. Hein, ce n'est pas l'origine naturelle qu'on a là n'existe pas chez toi. Pour trouver le verre, tu fais un geste complètement archéologique, comme on va le voir dans le film qui va clore notre soirée. Et tu fouilles pour trouver, en sachant où est-ce que tu peux trouver des choses. Or, les objets ont une ambivalence temporelle qui est extrêmement stimulante à penser, je trouve. C'est-à-dire que c'est des objets qui n'appartiennent pas à un âge. Ils sont historiques, mais leur historicité est complètement indéterminée. On ne sait pas. Donc, c'est des objets qui viennent d'être faits, mais ils auraient pu être non seulement des objets du début du XXe siècle, mais d'accord, plus il y a longtemps. Est-ce que, comment, voilà, cette ambivalence temporelle pour toi, je sais que, voilà, que c'est quelque chose de volontaire, mais est-ce que tu peux nous l'introduire dans ton projet, plus précisément? Alors l'ambivalence, en fait, elle était très importante parce que laisser cette ambivalence, enfin en tout cas l'ambivalence de ces objets, ça leur laisse la liberté d'être ou de ne pas être, et d'être actuel sans l'être. Et donc c'était à la fois... et puis c'était aussi une réflexion de se dire, aujourd'hui, quelles sont leurs places en fait, quelle est la place de ces morceaux de verre, à la fois dans le territoire, mais aussi dans la mythologie locale. Parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans le village qui savent que c'est là, mais qui ne savent pas pourquoi. Donc ça, c'était intéressant. Ces morceaux de verre font partie du paysage, mais c'était aussi une manière aussi de questionner ça. C'est-à-dire, oui, c'est dans le paysage aujourd'hui, mais est-ce que ça le sera demain? Qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'ils vont partir? Et il y avait le rapport à la terre et en fait surtout au fait de creuser. Ça, c'était très intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, ces gisements de verre, ils sont en strates. Il y a une couche de verre, une couche de terre, une couche de verre, une couche de terre. Et en fait, plus on creuse, plus ces gisements sont anciens. Ouais. Donc c'était aussi une... Voilà. C'était aussi une sorte... une manière de remonter le temps aussi. Une manière de dater ça. Et donc ça, c'était très intéressant aussi de voir comment la matière renaissait, en fait. Oui. C'était à chaque fois une manière différente de souffler. Donc il y a eu beaucoup d'essais qui ont raté, justement parce qu'à chaque fois, il fallait réinventer le geste, réinventer la manière d'aborder le morceau. Et ça, c'était un travail très intéressant avec les artisans, parce que moi, j'ai pas le savoir-faire pour, mais eux, au souffle, ils arrivaient à déterminer... presque daté en fait, le morceau de verre. Donc ça c'était très intéressant, et c'est eux qui me disaient à chaque soufflage, celui-là il a l'air d'être très ancien, et ça c'était vraiment passionnant. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est pas le regard qui date l'objet, c'est le geste lui-même, parce que le souffle c'est le premier geste aussi, hein? Donc c'est ça qui va dater, donc c'est l'empirie la plus... Il y a même, on arrivait même à déterminer ce qu'il constituait. Il y avait un morceau de verre, un morceau qui, en le soufflant, les artisans ont dit ça c'est du cristal.
Alors c'était assez impressionnant parce que moi j'avais absolument pas vu la différence et eux tout de suite au souffle ils ont compris que c'était du cristal, que c'était pas du verre. Donc il y avait à chaque fois ce travail, à chaque fois c'était en fait ces pièces-là, à chaque fois c'était une nouvelle manière, un nouveau geste en fait qui était inhérent au soufflage, donc la même technique mais à chaque fois un geste différent. Très bien. Alors maintenant on va passer à côté dans l'amphithéâtre. Nous voilà donc assis et disposés pour passer donc à la suite, qui est une suite à une échelle complètement différente, puisqu'avec Samy, l'objet de Samy est à la fois un terrain, une vraie forêt dans les Cévennes, et donc on a affaire à un microcosme, en fait, entier. C'est plusieurs forêts. C'est le parc national des Cévennes qui a la particularité en fait d'être une zone protégée par l'UNESCO comme patrimoine mondial et qui en fait était avant une terre de culture et de sylviculture et de sylvopastoralisme. Donc le fait de faire de l'agriculture dans la forêt et de faire passer les pâturages à cet endroit-là. Donc en fait, il y avait un cycle comme ça qui était très très vertueux, qui est remis sur le devant de la scène aujourd'hui parce qu'on se rend compte que la monoculture dans les plaines est catastrophique. Donc voilà, on entend beaucoup parler de sylviculture et d'agropastoralisme en ce moment, alors que c'est des pratiques ancestrales. Ça rejoint beaucoup tout ce que tu nous as dit aussi sur le passé et la modernité depuis tout à l'heure. Moi, je me suis particulièrement intéressé à cette forêt-là parce qu'elle est une forêt qui, par un passé industriel et industrieux de la région, qui a commencé au Moyen-Âge avec la plantation de châtaigniers, qui était l'arbre à pain. Avec les châtaignes, on nourrissait toutes les peuplades. C'est l'Église qui avait... pas l'Église au départ, et puis après les guerres de religion et sous Louis XIV, c'est les protestants qui continuaient à planter les châtaigniers. Puis les mines de charbon et de plomb argentifère ont commencé à apparaître, donc il a fallu planter des arbres qui poussaient beaucoup plus vite. Donc on a amené le pin noir d'Autriche et le pin maritime pour faire des grands fûts très droits pour étayer les mines. Et donc le pin a commencé à se mélanger au châtaignier. Ensuite, le châtaignier est tombé en désuétude parce qu'il y a eu un gros exode rural à la fermeture des mines. Certains ont commencé à incorporer des arbres fruitiers, notamment des merisiers et des arbousiers aussi qui se sont implantés là sauvagement. Et il y a eu un gros plan de paysage et de paysage énergétique dans les années 1900 qui ont implanté en altitude des hêtres et des mélèzes pour aussi casser un petit peu le vent et faire en sorte que le climat pour les cultures soit plus doux en contrebas du massif montagneux. Donc aujourd'hui, on a une forêt qui est une forêt en mosaïque et qui est aujourd'hui la forêt prônée par l'ONF et par tous les chercheurs en foresterie pour la protection contre les incendies. C'est aussi les Cévennes, un des premiers territoires où ont été créés les DFCI, donc ces grosses saignées qu'on fait au milieu des forêts, qui sont les chemins de défense contre les incendies. Et en fait, de composer une forêt en mosaïque, d'avoir des essences de bois très différentes, ça permet à la fois de les protéger contre les incendies, mais de réguler pour énormément de choses, notamment pour l'eau, par exemple. Si on fait pousser les résineux sur la plus haute partie de la montagne, quand les épines de résineux, que ce soit du mélèze, du cèdre ou du pin maritime, tombent au sol, l'eau, au lieu de s'imbiber directement dans le sol, va plutôt ruisseler sur les épines et on plante du coup les feuillus et les caducs plus en bas pour récupérer les eaux sur les cultures et faire en sorte que l'eau s'incorpore sur les nappes phréatiques basses et n'aille pas surcharger les rivières et enjoliver les épisodes Cévenol, qui est un épisode d'inondation qui porte vraiment le nom du territoire, ou les épisodes méditerranéens. Donc en fait, c'est toute cette gestion de la forêt qui est faite par les forestiers aujourd'hui, mais qui nécessite de couper énormément de bois. Et ce bois-là, il n'est pas utilisable en tant que bois d'œuvre ou que bois de service. Donc c'est un déchet aujourd'hui non valorisable, à part en
en granulés de bois ou en compost, alors que la grande variété de bois disponible fait qu'en sorte qu'il y a sur une filière bois non spécialisée, c'est pas une forêt technique, c'est une forêt qui est en train de se transformer d'une forêt sauvage en une forêt apprivoisée ou domestiquée, mais pas technique et pas saturée. Et l'idée en fait du projet, c'était de s'approprier cette polyculture forestière-là pour générer et provoquer une industrie de proximité autour de la filière bois, en allant chercher plus que le bois même, parce qu'il y a une grande variété, et ça c'est déjà très bien pour la construction, même si aujourd'hui malheureusement il est exporté parce qu'il y a très peu de scieries et d'autres entités à l'échelle plutôt manufacturielle qu'artisanale qui permettraient de le transformer. Et l'idée, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'on coupe le pin maritime en Cévennes et qui en fait il est envoyé en Espagne et il nous est retourné sous forme de produits transformés. Et en fait, ça arrive avec le bois partout dans le monde, on le connaît. Mais l'idée, c'était de voir où est-ce qu'il y avait un potentiel fort, mais aussi où est-ce qu'il y avait des manques. Et on sait que la plus grande difficulté aujourd'hui dans les bois et dérivés, c'est les liants, les colles, les produits de finition qui sont pour la plupart issus de la pétrochimie, et ceux qui ne le sont pas, comme les colles d'os ou de tendons de poisson, qui sont des choses du passé, sont assez limités dans le type d'usage qu'on peut avoir. Et l'idée, c'était de profiter de cette énorme variété de bois et de commencer à travailler avec des chercheurs qui ne sont pas du tout des chercheurs en agroforesterie ou en agronomie, pour voir si, en allant plus loin dans le bois et dans ce qu'il composait, il n'y avait pas des choses qui pouvaient nous servir justement à faire des colles, faire des vernis, faire des produits de finition pour l'industrie de l'ameublement et du bois en général sur le territoire. Voilà, et c'est ce que tu as commencé à faire il y a donc 1 an à peu près. Et en fait, tu te trouves finalement dans une situation que beaucoup de designers t'auraient envié dans l'histoire du design, puisque, enfin, le rêve du design, d'un design total qui, d'une certaine façon, organise plein de chaînes d'opérations différentes, plein de processus de production différents, qui finalement créent un monde qui associe énormément de spécialités, énormément de champs de savoir, des champs économiques, etc. Toi, en tant que designer, tu as conçu ce monde et ce monde marche. Donc, quelle est justement la position est-ce que tu as quand même considéré, au moins pendant un certain temps, la totalité? Alors, la totalité, en fait, je ne l'ai pas du tout conçue. Je ne prends pas cette part-là, je l'ai juste rendu visible. C'est-à-dire que le projet, et on en parlera après, qui est pour le moment appelé sous la bannière de standard autochtone, c'était le standard industriel qui devait être gage de qualité depuis le début et qui aujourd'hui est malheureusement considéré comme quelque chose de banal, bas de gamme et globalisé, alors qu'en fait le standard, c'est le moyen pour les artisans, les matériaux et les outils de synergie et de communiquer entre eux et du coup de faire en sorte que l'industrie ou la technique, avec tout ce que ça charrie philosophiquement et étymologiquement parlant, puisse fonctionner. Et les autochtones, on l'a dit ensemble là, un peu avant, mais c'est très ambigu, mais l'autochtonie, c'est le fait de comprendre profondément ce qu'il y a sur un territoire pour pouvoir le valoriser ou le faire rayonner, mais sans l'aliéner ou sans l'abîmer. Attends un instant, parce qu'effectivement, je pense que c'est très délibérément que tu as choisi de jouer sur cet oxymore du standard qui évoque effectivement des processus extrêmement personnels et remplaçables. Tout le monde pense évidemment au standard de Corbusier, qui était le nouveau classique, etc., dont il fallait être fier. Et d'autre part, l'autochtonie qui est quelque chose qui est précisément contredit par la technique, parce que la technique, c'est qui se promène par excellence, qui est nomade par excellence. Donc, cet oxymore t'a intéressé, et s'il t'a intéressé, justement, qu'est-ce que tu produis par cette tension conceptuelle entre les deux termes? En fait, c'est vraiment le pont ou la tangente entre l'échelle artisanale qui est induite par
la notion d'autochtonie qui du coup est très réduite sur un territoire, et la notion de standard qui est mondialisée aujourd'hui, industrielle, et qui nous amène justement à renvoyer du bois en Espagne ou ailleurs et à le refaire venir ici. Et la notion de standard autochtone, c'est cette question justement d'échelle. Qu'est-ce que c'est qu'un standard revu à la baisse, mais qu'une autochtonie rayonnante qui dépasse, qui a besoin d'une connaissance accrue d'un territoire, mais qui dépasse le chauvinisme et le protectionnisme pour l'ouvrir aux territoires annexes. Et justement, là où la vision, elle est totale, mais moi, j'en suis pas du tout c'est pas une vision de créateur total comme les modernes le voulaient. Il y a quand même, par exemple, oui, voilà, il y a beaucoup plus de postmodernisme aussi là-dedans, dans la contradiction en tout cas que je veux en faire, mais c'est plus de dire que moi en fait je suis allé aussi chercher des spécialistes. Pour moi, le designer, il est plus global que total, c'est-à-dire global dans dézoomer et voir de plus loin. Tu vois, il y a ce film des Ims où ils zooment de l'espace jusqu'à chez là eux. aussi, il y avait quand même sacrément, c'est-à-dire que c'était... Oui, ils croyaient vraiment à leur pouvoir, les Ims. Ouais, mais pour moi, s'il y a un pouvoir, je prétends pas du tout qu'il y en ait et que j'en ai, mais c'est plus de... Moi, ce que font les chercheurs en génie des matériaux avec qui je travaille, je comprends à peu près ce qu'ils font. Mais les liaisons covalentes des biopolymères, voilà, ça s'arrête là. Et les agroforestiers de l'INRAE, je comprends aussi ce qu'ils font. On sait qu'on parle des mêmes arbres, mais après, les quantités palliatives de caducs par rapport aux résineux par an sur 2 hectares, je ne sais pas non plus. Et par contre, eux, quand ils se parlent entre eux, et ben, à la fin, et pas à la fin, c'est maintenant, c'est en train de sortir, on a potentiellement une colle qui mélange le tanin des châtaigniers qui doit être détruit, qui va permettre de faire solidifier la résine de pin qui est extraite de ces pins maritimes qui ont été apportés par l'industrie minière et qui aujourd'hui sont une poudrière pour les incendies. Quand on enlève la résine de ces pins, déjà on ne les abîme pas, on ne les fragilise pas, mais surtout on va réduire leur potentiel calorifique parce que c'est la résine qui brûle. Et cette résine, l'essence de térébenthine est aujourd'hui quelque chose de très utilisé, très connu. C'est récupéré, donc je m'insère aussi dans une industrie qui est déjà plus ou moins présente et je récupère la colophane qui est ce déchet pour le mélanger au tanin et encore à d'autres choses issues de l'agriculture locale pour créer une colle à bois pour ensuite soit l'utiliser pour du bois d'œuvre mais soit aussi faire du bois moulé avec toutes les chutes des autres bois. Mais c'est vraiment d'arriver à provoquer, à générer une circularité qui soit réelle et qui soit concrète. Et aussi aujourd'hui, on ne voit que le début, les prémices. On est vraiment sur une étude là, topographique et photographique qui a été faite. Et surtout, en fait, là, j'ai mis en place tout cet écosystème pendant les 8 derniers mois. Et là, il commence à s'activer. Et là où ça va devenir très intéressant maintenant, c'est de dessiner les objets parce que je souhaite pas forcément dessiner une chaise ou une lampe. Je serais plutôt excité d'aller dessiner une caisse de maraîchage ou un système d'ossature bois pour restaurer les bergeries, pour le sylvopastoralisme et de vraiment aussi que l'autochtonie elle soit poussée dans ce qui va ressortir de ce projet soit redistribué sur le territoire avant tout. Bien. Donc, comme le temps passe, juste voilà, le terme autochtonie ne te fait pas peur hein, parce qu'il est quand même lié à des choses terribles qui se sont passées depuis la plus haute antiquité. Ouais. Les Grecs, les Athéniens étaient autochtones. Et voilà, en raison de ça, ils faisaient plein de mauvaises choses. Et puis, plus récemment aussi, l'autochtonie, et même encore aujourd'hui, hein, avec tout ce qui se passe en Europe, l'autochtonie est de retour. Alors, bref, ça te fait pas peur, ce terme, parce non, que... En fait, il me fait pas peur. Il me fait pas peur parce il est mal compris. Enfin, il est mal compris. Il peut être compris de beaucoup de manières, mais l'autochtonie, en tant que, soit c'est plutôt poétique que violent. C'est vraiment de comprendre de manière très précise ce qui fait un territoire. Et pourquoi on y est attaché. Aujourd'hui, quand on dit un autochtone, c'est soit quelqu'un qui est un étranger qu'on ne veut pas voir ou éliminer d'un territoire, soit c'est quelqu'un qui est attaché à son territoire et qui cherche à se replier sur lui-même sans pour autant le connaître ou savoir pourquoi est-ce qu'il en est là. Mais vis-à-vis des matériaux et vis-à-vis des objets, je pense et j'espère que l'autochtonie, c'est une notion qui peut être apolitisée de la même manière que le standard gage
de mondialisation industrielle aujourd'hui ou de globalisation de l'esthétique aussi et de la forme peut redevenir simplement un gage de qualité pour pousser vers d'autres formes de technicité et d'esthétique avec ce qui fait un territoire, parce que le projet de revalorisation des forêts que je mène là sur le parc national des Cévennes, si on le délocalise dans le Jura ou dans les Vosges ou en Colombie, il sera totalement différent et l'autochtonie sera... Sauf que ça aussi, c'est politique. C'est-à-dire qu'il y a politisé, c'est-à-dire que le politique n'est pas forcément un politique négatif. Non, pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. C'est une autre interprétation politique que tu donnes au terme. Bah, si on politise, par exemple, on parle de standard autochtone, on pourrait dire aussi parler de, ce serait plus violent, mais de globalisation locale. C'est comment est-ce qu'on se sert de la mondialisation pour être sûr qu'on ait la même qualité industrieuse que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre en revenant sur l'artisanat. On a besoin de l'industrie et on ne peut rien faire sans, mais de rééquilibrer les échelles et de replacer le curseur aussi à comment est-ce qu'on fait circuler les choses ou comment est-ce qu'on ne les fait pas circuler. Très bien. Alors, donc, je pense que le moment est venu maintenant pour notre dernier moment. D'ailleurs, le titre provisoire que tu as donné à ton film est D'un moment à l'autre, c'est ça? D'un moment à l'autre. Alors, donc, du coup, nous allons regarder un film qui dure 5 minutes parce que c'est un work in progress. Hein, c'est quelque chose qu'Alexandre a monté pour nous ce soir. Mais c'est une œuvre qui est loin d'être terminée. Alors, Alexandre n'est pas un cinéaste qui a été appelé pour documenter le travail des autres. Il est lui-même designer, sauf que son médium, c'est le film. Exactement. Donc moi, j'ai répondu à l'appel d'offres Monde Nouveau en proposant en fait une réflexion sur comment les pratiques artistiques sont représentées aujourd'hui à l'image et comment le film lui-même peut devenir une matière à part entière que les designers peuvent eux aussi modeler. Et donc j'ai lu tous les projets Monde Nouveau, je suis plongé un peu dans tous les textes. À partir de là, j'ai créé une espèce de narration fictive qui me permet de créer une trame directive. Et à la suite de ça, j'ai choisi 35 projets très différents les uns des autres. Certains, je connaissais le travail, dont Samy, d'autres pas du tout, comme Emma par exemple. Et l'idée en fait de ce film, c'est d'essayer de rentrer dans une forme d'intimité de travail avec les artistes eux-mêmes, en allant à leur rencontre à un moment de leur étape de processus de fabrication de leur projet. Donc tout est dicté en fait par le travail des artistes eux-mêmes, c'est-à-dire que le moment où je vais les rencontrer, ils vont me définir le lieu de rencontre. Donc Emma, je la retrouve à la gare, à côté de Meisenthal. On passe 3 jours là-bas. Samy, on va dans les Cévennes, sauf qu'on a calé ça en mars et il s'avère qu'il y a une tempête de neige. Enfin, rien n'est prévu, mais en même temps, tout se passe sur le moment. Et c'est un film qui, je l'espère, en tout cas, parlera de cette question de la question de faire des choses dans un moment où il y a un peu toute cette tension, où tout peut tomber en ruine, où tout peut être rénové, en fait. Donc j'aime bien cette approche-là où en fait cette approche se dessine au fur et à mesure du projet. Mais ce qui est assez important, c'est que rien n'est mis en scène et qu'il y a une certaine à la fois distance, parce que je ne connais pas intimement les artistes, mais en même temps, je comprends ce qu'ils font, parce que moi-même, je faisais des objets au sens physique. En tout cas, avec Samy, on est de la même génération, donc on a plusieurs amis en commun, en tout cas. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi, de façon aussi admirative, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de... J'ai une chance aussi d'avoir accès à tous ces projets, de faire un tour de France, en fait, qui n'est pas défini par moi, mais défini par le travail des artistes eux-mêmes. Et cette chance-là aussi me permet de mettre en avant une certaine humilité, mais aussi un regard admiratif sur ce que font les autres, en tout cas. Donc aussi, c'était très beau de découvrir la pratique photographique de Samy, par exemple, qui est aussi quelque chose de très important dans son travail. Et aussi Emma, en fait, je me suis rendu compte que Emma, quand je suis allé la voir à Meisenthal, elle était au milieu de sa résidence.
Et elle faisait ses photos, et la journée, elle me disait, bon, bah, la journée est finie. Non, moi, je pars en forêt pendant 4 heures. Du coup, je la suivais, je partais avec elle, et puis on baladait, on parlait. C'est aussi un temps d'échange, c'est assez important de parler de tout ça. Et en fait, l'extrait que vous venez de voir, qui est un extrait en construction, donc c'est un film en construction, cette notion est très importante parce qu'elle est liée à la question du design aussi, de construire quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est malléable, en tout cas à ce stade, c'est encore une matière, c'est pas un extrait qui sera peut-être fini dans le film final. Mais l'idée, voilà, c'est d'atterrir sur un long métrage d'1h20 à peu près, dont on va écouter les ressentis, les émotions, mais aussi toutes les contraintes de ce type de travail en rapport au territoire avec tous ces artistes. Et c'est donc c'est une traversée sans voix off. Il y a quel créateur qui parle, donc tu choisis dans ton montage quelques phrases qui te semblent significatives. Et au rythme des saisons. Donc, de la tempête de neige, on se trouvait une belle journée ensoleillée dans la clairière du bois. Donc, c'est ce rythme-là aussi qui donnera le film. Évidemment qu'il y a une temporalité qui est extrêmement importante parce que la question du présent est extrêmement importante. Samy, on a fait cette interview audio en mars 2022. Emma, c'était, je pense, en avril, quelque chose comme ça. Donc le temps a passé dans tous les cas. Et j'aime bien aussi la question en fait de l'évolution d'un propos dans le temps, parce que peut-être qu'Emma et Samy parleront différemment de leur projet d'ici 2 ans, mais à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils le regardaient. Et cette question du moment où tout se passe, en tout cas le moment où moi je suis avec eux, c'est ce que j'essaye de retranscrire, sans être aussi dans quelque chose qui va forcer un discours ou forcer une direction. J'essaie d'être le plus respectueux aussi de la parole, mais en même temps en ayant un rapport avec le spectateur qui peut lui-même se questionner sur le territoire dans lequel il va se trouver. Dans ce cas-là, c'est la forêt, mais ça peut être aussi la mer, la plage, les montagnes. Enfin, il y a plein de contextes très différents aussi. Tout à fait. Donc, tu veux nous parler aussi un peu des choses qu'on n'a pas vues, c'est-à-dire que finalement, tu traverses du théâtre. Tu nous disais tout à l'heure que tu venais d'assister donc, à plein de répétitions. Ouais, je filme des répétitions. Ça m'intéresse énormément aussi, parce que le travail final, Samy en parlera mieux que moi. Enfin, et tous les artistes en parleront mieux que moi, parce que c'est pas mon travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, en tout cas, la façon de faire ou la façon de procéder de chacun. Et il y a des répétitions qui vont se passer in situ, et comment, en fait, le in situ va influencer le travail lui-même. Donc, par exemple, César Veizé, qui travaille sur un film théâtre performance qui va passé à l'hôtel du Belvédère à la frontière espagnole, faisait ses répétitions à Paris. J'ai assisté aux répétitions et il m'a dit va passer une nuit dans cet hôtel, vas-y en train de nuit parce que c'est la plus vieille ligne de train de nuit de France. Enfin, et c'est aussi comment toutes ces expériences, ce voyage lui-même aussi est un moyen pour moi de travailler et de réfléchir à la construction de ce film. Mais c'est quelque chose qui est encore en construction. Et donc voilà. Voilà, je pense que en construction, c'est le mot qui peut très bien marquer la fin. Merci.